Très heureux de vous retrouver. Alors, nous avons avec nous et en plateau Romina Bouarini. Romina, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice du Wise Center de l'OCDE. Absolument. Et puis, nous avons Fabrice Bonifay, qui est directeur du développement durable, effectivement, du groupe Bouygues et président du C3D. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et puis, on a été très heureux pendant ces longues semaines de pouvoir travailler sur le Sustainable Maturity Survey qu'on présentera dans quelques minutes. Pour introduire du coup cette table ronde, Romina, pouvez-vous nous partager un petit peu le rôle du Wise Center et sa mission ? Oui, merci. Donc, nous sommes un centre qui a été créé pendant l'été comme réponse, bien sûr, à la grande crise de la pandémie dans tous les pays de l'OCDE. Et notre mission est très simple, c'est vraiment mettre en place une économie inclusive et durable. Donc, on a 3 piliers. Le premier, vraiment, se concentre sur la question de la mesure d'impact. On va en parler beaucoup dans cette session. Le deuxième, c'est fournir une aide précieuse aux décideurs publics et aussi privés. Et le troisième, c'est vraiment l'idée de créer des coalitions qui, ensemble, peuvent faire face aux défis critiques, ceux de la pandémie, mais bien sûr aussi les autres défis qui étaient déjà là, notamment les questions liées à la grande inégalité, mais bien sûr aussi toutes les questions climatiques liées à la transition durable. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques cas concrets du coup d'initiatives que vous soutenez ? Oui, absolument. Donc, on a, parmi ces derniers mois, accompagné un certain nombre d'acteurs. Bon, bien sûr, on travaille avec les pays de l'OCDE sur toutes ces questions de réponse face à la crise. Et puis, on a également rassemblé des acteurs privés. Donc, on a la chance de pouvoir soutenir 2 coalitions d'entreprises, Business for Inclusive Growth, mais c'est une autre coalition, donc, qui est la coalition pour les capitalismes inclusifs. Et donc, les travaux que l'on mène dans les centres WISE vraiment s'inscrivent dans la continuité de ce que l'OCDE a fait pour promouvoir une économie inclusive et durable. Et avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet et de vous parler un petit peu plus de près de ce qu'on fait, juste pour rappeler évidemment la situation à laquelle on fait face aujourd'hui est extrêmement critique. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler aussi des impacts de la crise, bien sûr, sur les modèles économiques. Et donc, vous savez tous que la Covid a bouleversé des pans entiers de l'économie. Donc tous les secteurs, tous les travailleurs ont été évidemment impactés. Les taux de chômage, en fait, qui a monté en flèche l'année dernière, continuent à être très importants, surtout pour des catégories de personnes, notamment les jeunes, sont les plus affectés. Mais la chose sur laquelle on insiste beaucoup, et c'est quelque chose qui est important aussi pour les entreprises, c'est les implications, les conséquences profondes de cette crise sous le bien-être en fait des individus de ménage et des travailleurs. Donc on a fait le constat dans les centres WISE que les personnes qui avaient les difficultés financières les plus importantes, qui avaient vraiment du mal à finir le mois, à pouvoir payer leurs factures, etc., c'est aussi les personnes qui étaient les plus déprimées, donc en fait qui ont eu des gros problèmes de santé mentale. Évidemment, la crise et les nouvelles habitudes, les nouveaux comportements vont aussi avoir des conséquences profondes en fait pour les capitaux humains et pour la santé des populations dans la longue période. Donc, par exemple, dans les 19 pays de l'OCDE, vous savez, un tiers, 31% des personnes a déclaré avoir pris du poids, 25% dit faire moins d'exercice par rapport au début de la pandémie. Donc, et en particulier, on sait évidemment que tous les écarts se sont creusés. Donc, il y avait déjà énormément d'inégalités avant, mais certains groupes de la population, les minorités ethniques, dans tous les pays de l'OCDE, là vous avez quelques graphiques pour les États-Unis, mais c'est vraiment une situation qu'on a constatée dans l'ensemble des pays. Et donc, certains ménages, bien sûr, ont dû faire face à des situations de privation matérielle beaucoup plus importantes. Donc, les ministres de l'OCDE, au mois d'octobre, ont vraiment relancé un fort plan qui essaye de mettre en place une relance forte, inclusive, verte et résiliente. Et donc, c'est intéressant que cette démarche-là, c'est une démarche, bien sûr, de la puissance publique et des autorités publiques, mais aujourd'hui, c'est fait ensemble avec un groupe important d'acteurs qui sont donc les entreprises, les multinationales. Donc, je mentionnais Business for Inclusive Growth, c'est une coalition qui a été créée en France lors de la présidence française du G7 en 2017. On a 35 multinationales qui agissent ensemble pour la croissance inclusive. Donc, ce sont des multinationales qui ont un grand impact dans l'ensemble, en plus de 4 millions d'employés dans le monde et un chiffre d'affaires qui dépasse à 1300
milliards. Et nous travaillons aussi à côté d'une autre coalition, donc qui s'appelle donc la coalition capitalisme inclusif, qui elle opère plutôt aux États-Unis et également a des objectifs importants donc pour mettre en place en fait une économie juste, verte et résiliente. Très bien. Alors du coup, pourquoi ce focus sur effectivement l'impact et comment un peu inscrire tous ces travaux dans la durée ? Alors, ce qu'on voit évidemment, c'est que la première question que tous les acteurs se posent, les acteurs publics, mais bien sûr aussi les entreprises, c'est la question de comment transformer finalement, comment vraiment revenir sur de nouveaux modèles d'entreprise qui permettent à tous les acteurs de finalement atteindre tous ces objectifs très importants qui sont liés à l'environnement, bien sûr le social, l'inclusion, la diversité, mais aussi la bonne gouvernance. Et donc pour faire cela, pour pouvoir gérer les impacts, il va falloir les mesurer. Il va falloir bien sûr être vraiment capable de mettre des métriques très précises sur les impacts qui sont créés. Et donc c'est vraiment le but de Wise, c'est que Wise est en train de faire avec ces entreprises de ces deux coalitions. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on voit bien que quand vous misez en tant qu'acteur économique, donc entreprise, grande entreprise ou petite entreprise, vous misez sur l'environnement, le social et la bonne gouvernance, cela est très bon pour votre profitabilité. Donc en fait, il n'y a pas d'arbitrage. Évidemment, c'est un coût de le faire, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, les entreprises qui se sont mises, finalement, donc qui vraiment systématiquement opèrent pour obtenir de bons résultats dans l'environnement, dans le social et la gouvernance, et ben ces entreprises-là ont aussi un succès économique beaucoup plus important, et on le voit justement par la valorisation boursière de ces entreprises qui s'accroît également. Donc il y a énormément de raisons pour le faire. C'est un coût, il faut évidemment mettre en place tout un modèle, et donc cela prend du temps. On va en parler bien sûr parce que c'est tout à fait le sujet et l'objet en fait de cette enquête qu'on a fait ensemble. Donc on va avoir des résultats un petit peu plus précis à discuter avec vous. Mais voilà, la synthèse de tout ça, c'est que c'est rentable de le faire. Donc il n'y a pas d'arbitrage, et donc c'est vraiment un encouragement à aller plus loin pour tous. Voilà, merci beaucoup. En conclusion, du coup, quelles sont les prochaines étapes pour vous et sur ces différents sujets, et comment, en gros, vous allez pouvoir avancer avec les différentes initiatives que vous avez mises en place? Alors, il y a de nombreuses initiatives donc qui sont faites à Wise. Là, je vais juste me focaliser sur, en conclusion et rapidement, sur la feuille de route pour une transition juste, sous laquelle, en ce moment, donc la coalition Business for Inclusive Growth travaille. Et donc, on espère avoir un premier plan d'action qui va être annoncé à notre conseil d'administration en juin. Donc, l'idée, c'est vraiment rassembler ensemble les entreprises qui essayent de mener cette transition juste autour de 3 axes. D'abord, définir une position commune sur cette question entre les entreprises B4IG, mais aussi bien sûr avec tous les gouvernements de l'OCDE, parce que là encore, il s'agit de mettre en place vraiment un partenariat pour que les politiques publiques puissent aider à encourager, fournir de bonnes incitations à la transition juste. Mais il faut définir le sujet. Le deuxième, très important, c'est vraiment l'essence de cette coalition, de partager les bonnes pratiques, faire une cartographie, aller voir déjà tout ce qui est fait, quelles sont les méthodologies, et puis surtout voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelles sont les marges de manœuvre pour pouvoir s'améliorer. Et puis la question de la méthodologie partagée, donc là aussi pour parler de transition juste, en fait on part vraiment d'impact assez précis. Donc évidemment transition juste veut dire changer les modes des productions, les modes de consommation, et puis les modes d'investissement. Et là aussi, donc ce qu'on va faire, c'est définir des métriques d'impact qui vont capturer donc ce qui est une transition juste. Merci beaucoup Romina pour ces propos. Alors Fabrice, très heureux, vous êtes notre deuxième partenaire. Voilà. On va pouvoir revenir sur la slide de partage. L'idée, c'était effectivement d'avoir le C3D à bord. Comment comprenez-vous les évolutions socio-économiques, effectivement, et quels seront leurs impacts sur le modèle économique des entreprises ? Ouais, je vais peut-être être un peu moins optimiste que ma voisine là sur le fait que de faire du business responsable, est-ce que ça va nous rapporter plus d'argent? Déjà, que ça puisse nous laisser vivre et pérenniser nos activités, ce sera déjà très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'études vraiment sérieuses encore qui montrent que être vert, ça fait gagner significativement plus d'argent que d'être gris ou d'être brun. Si c'était vrai, je pense que ça fait longtemps que les entreprises le feraient.
Et c'est plus compliqué que ça. Donc, compte tenu de l'urgence climatique, là, parce que c'est vraiment ça qui est à l'agenda aujourd'hui de toutes les entreprises qui sont à peu près conscientes que le futur ne sera pas une continuité linéaire du passé. La difficulté maintenant qu'on va devoir mettre en place dans nos entreprises, c'est d'accepter en fait de reconfigurer nos modèles d'affaires pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre en restant vivants. Et ça va être une sacrée équation, hein, car il faut tout reconfigurer, la façon de produire la valeur, la façon les produits vont être différents, et donc il va falloir les marketer d'une certaine manière pour les faire accepter par les clients, et puis aussi faire comprendre à nos investisseurs qu'il est probable que les rendements soient un petit peu différents dans les années qui viennent par rapport à ce qu'ils ont été par le passé, car on sait que les entreprises les plus polluantes ont été jusqu'à aujourd'hui les entreprises qui étaient les plus profitables. Donc toutes ces révolutions, on a quand même assez peu de temps pour mettre tout ça en place. D'ici une dizaine d'années, sinon après on va rentrer dans des phénomènes climatiques qui sont juste intolérables. Et donc la difficulté, c'est pas les solutions qui existent dans la plupart des secteurs d'activité. Les solutions sont sur la table. Maintenant, la difficulté, ça va être d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions. Et pour ça, on a besoin de faire beaucoup de pédagogie auprès des décideurs pour leur expliquer que la transition écologique juste, inclusive, comme ça a été indiqué, c'est pas simplement changer à la marge quelques paramètres du business, c'est de changer la totalité de la façon de créer la chaîne de valeur et de créer la valeur d'entreprise. Et ça nécessite vraiment beaucoup de formation de la part de tous les acteurs. Et puis de beaucoup de contributions. Donc c'est vrai que vous avez sorti justement récemment l'ouvrage L'entreprise contributive. On connaissait l'entreprise apprenante, l'entreprise contributive. C'est quoi l'idée derrière ? Alors, effectivement, avec Céline Puffardi-Julie, on a sorti il y a 15 jours un ouvrage, un manifeste engagé qui invite les entreprises à s'interroger sur la façon dont elles créent la valeur, en prenant en compte en premier lieu effectivement les enjeux de long terme et donc les limites planétaires. Parce qu'en fait le business, on le sait que c'est des matières premières transformées avec de l'énergie. S'il y a moins de matières premières, s'il y a moins d'énergie, on pourrait dire il va y avoir moins de business. Alors, si les entreprises comprennent que les limites planétaires, c'est une donnée d'entrée, c'est comment elles vont reconfigurer leur modèle d'affaires pour les prendre en compte. Et donc, c'est quelle raison d'être elles doivent définir pour intégrer cette donnée scientifique en tant que donnée d'entrée de leur stratégie. Alors après arrive la problématique du modèle d'affaires. Donc comment j'arrive à créer de la valeur sans externalité négative et donc sans émission de gaz à effet de serre, parce que les entreprises qui vont vouloir survivre demain devront être absolument neutres en carbone. Et neutres en carbone, ça ne veut pas dire zéro émission, mais ça veut dire contribuer à la neutralité carbone de l'humanité en faisant en sorte que nos émissions, les émissions liées à l'activité, soient absorbées par les puits naturels d'absorption de carbone que la planète peut réaliser par elle-même, mais qui sont aujourd'hui complètement saturés par rapport à ce qu'on émet donc dans le cadre de nos activités. Et pour ça, il faut revoir à la fois le système de management de l'entreprise, et donc le système de management qui doit permettre aux collaborateurs d'inventer en fait des nouveaux modèles qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc il faut libérer les collaborateurs d'un certain nombre de carcans bureaucratiques qui les empêchent aujourd'hui d'innover. Et enfin, il faudra mettre en place un nouveau système de mesure de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une obsession dans les entreprises, c'est de maintenir le capital financier, ce qui est bien, mais il va falloir aussi maintenir deux autres capitaux qui sont pas du tout à l'agenda des entreprises aujourd'hui. C'est le capital naturel et le capital humain, avec les mêmes outils comptables que ce qu'on utilise pour la comptabilité financière. Et donc ça, il y a quand même aujourd'hui très peu d'entreprises qui utilisent ce type d'outils. Et quand ces 5 planètes vont s'aligner, eh bien on pourra espérer avoir dans les systèmes économiques des entreprises dites contributives qui à la fois arriveront à pérenniser leur activité sans aggraver les périls écologiques. Alors l'enjeu, c'est évidemment d'inscrire tout ça sur la durée avec cette double problématique. Comment développer une activité et rester quand même dans cette logique de croissance, plus forcément par exemple immodéré, et en même temps en essayant de vraiment d'avoir un impact et de transformer le modèle d'affaires. Quels sont vos conseils pour agir sur ces deux enjeux, quoi ?
Alors, la notion de croissance, ça c'est un mot, dès qu'on parle de croissance, les gens ont peur qu'on parle de décroissance. Hein. Et alors, ce qu'il faut faire décroître, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, c'est les flux physiques carbonés, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que faire décroître les flux physiques carbonés et donc les émissions de gaz à effet de serre est synonyme de décroissance du PIB des États? On peut s'interroger, parce qu'aujourd'hui, on sait que cette croissance du PIB des États a été permis par le fait qu'on a eu accès à une énergie extrêmement abondante et facile, qui s'appelle le pétrole, le gaz et le charbon, et que si on doit en utiliser moins, est-ce qu'on pourra compenser par les énergies renouvelables et par l'efficacité énergétique ce qu'on va perdre en utilisant ces énergies fossiles? Ça, c'est la vraie question. Aujourd'hui, rien ne peut démontrer qu'on va pouvoir le faire dans l'horizon temporel de ce qui nous reste. Donc, ce qui est important, c'est maintenir une certaine forme de croissance immatérielle, donc sur les services, sur la connaissance, sur le bien-être. Ça, je pense que personne ne sera contre ce genre de choses. Maintenir autant que nous pouvons une croissance, ou plutôt un bien-être matériel auquel on aspire tous, et aussi permettre à ceux qui n'ont pas accès à ce bien-être matériel, parce qu'il y a comme une grande partie de l'humanité qui n'y a pas accès, de pouvoir y avoir accès. Pour le reste, est-ce qu'on va arriver à faire ce découplage de continuer de croître économiquement sans émettre de carbone? Ça, c'est vraiment le vrai défi de l'humanité dans les années qui viennent. Je suis incapable de vous dire si on va y arriver. Par contre, je sais très bien que si on n'y arrive pas, ce sera la fin de l'humanité. Merci beaucoup pour ces propos.